Un neurochirurgien, épuisé après une garde de 12 heures à l'hôpital, voit sa routine interrompue lorsqu'il est brusquement tiré par une fleuriste dans la rue. Désespérée, elle le supplie de se faire passer pour son petit ami, car elle est suivie par son ex. Le médecin accepte de l'aider, mais il est profondément choqué en reconnaissant le harceleur. C'est son propre frère aîné, un homme d'affaires marié et père de famille. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. On continue. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous n'écouterez jamais. La sirène de l'ambulance résonnait encore aux oreilles du docteur Antoine Dubois, tandis qu'il marchait, épuisé, dans les rues du centre de Lyon. 12 heures de garde à l'hôpital Saint-Joseph avaient consumé son énergie. La neurochirurgie d'urgence qu'il avait pratiquée cet après-midi-là avait été particulièrement éprouvante. Un jeune homme souffrant d'un traumatisme crânien grave après un accident de scooter. Antoine avait réussi à le stabiliser, mais il savait que les prochaines 48 heures seraient décisives. Le ciel de fin de journée se peignait d'orange au-dessus de la Saône, lorsqu'il décida de prendre un chemin alternatif pour rentrer chez lui, évitant le trafic chaotique du quai de la Pêcherie. C'est alors qu'il sentit quelqu'un tirer son bras avec force. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Une voix féminine, tremblante et désespérée, fit qu'Antoine se retourna rapidement. Face à lui se tenait une jeune femme d'environ 30 ans, aux cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné, les yeux marrons écarquillés par la panique. Elle portait un bouquet de tournesol partiellement froissé et sa respiration était haletante, comme si elle avait couru. « J'ai besoin que vous vous fassiez passer pour mon petit ami, maintenant, s'il vous plaît, » supplia-t-elle, regardant nerveusement par-dessus son épaule. « Il y a un homme qui me suit depuis 3 pâtés de maison. Mon ex, il n'accepte pas la fin de la relation. » Antoine, encore étourdi par cette approche soudaine, eut à peine le temps de traiter la demande que la femme entrelaça son bras dans le sien et força un sourire tendu, comme s'ils étaient un couple. « Je m'appelle Camille Laurent. Accompagnez-moi un peu, s'il vous plaît. Je vous jure que je ne suis pas folle. » Quelque chose dans son regard, un mélange de désespoir sincère et de vulnérabilité, fit hocher la tête au médecin. Après tout, il avait juré d'aider les personnes en danger. « Très bien, » répondit-il à voix basse. « Je suis Antoine. » Alors qu'ils marchaient ensemble sur le trottoir arboré de la rue de la République, Antoine remarqua un homme en costume bleu marine s'approchant à pas décidés. Le médecin sentit Camille serrer son bras plus fort. « C'est lui, » murmura-t-elle. Antoine regarda l'homme et sentit son cœur manquer un battement. Sous la lumière dorée du crépuscule lyonnais, il reconnut immédiatement ce visage. C'était Étienne Dubois, son frère aîné. Homme d'affaires dans le secteur immobilier, Étienne avait 10 ans de plus qu'Antoine. Marié depuis plus de 15 ans à Sophie, il était père d'un fils de 12 ans, Lucas. Il était considéré comme un exemple de réussite par la famille Dubois, un homme qui avait transformé la petite affaire de leur père en l'une des plus grandes entreprises de construction de la région. Pendant un instant, Antoine pensa à relâcher le bras de Camille et à éclaircir le malentendu. Après tout, il devait y avoir une explication. Son frère était un homme respecté, connu pour sa générosité envers les œuvres de bienfaisance et son mariage solide avec Sophie. Mais avant qu'il ne puisse se décider, Étienne était déjà devant eux. Son regard passa de la surprise à l'irritation en reconnaissant son frère à côté de Camille. Antoine, le ton d'Étienne portait un mélange d'étonnement et de quelque chose que le médecin ne parvenait pas à déchiffrer. « Que fais-tu ici ?» ?»« Je pourrais te poser la même question, » répondit Antoine, se plaçant instinctivement légèrement devant Camille. « Je ne m'attendais pas à te trouver de ce côté de la ville. » Les yeux d'Étienne se plissèrent, fixés sur Camille, qui soutenait son regard avec une gêne visible. « Vous vous connaissez ?» demanda l'homme d'affaires, sa voix maintenant chargée d'une fausse désinvolture. Antoine hésita une seconde, mais quelque chose dans la posture menaçante de son frère le fit prendre une décision. « Oui, » répondit-il, passant son bras autour de la taille de Camille. « Nous apprenons à nous connaître depuis quelques semaines. » Un silence dense s'installa entre les trois. Étienne ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Intéressant. Très intéressant. » Étienne força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'avais besoin de parler à Camille à propos d'un projet de paysagisme pour la nouvelle promotion de l'entreprise. Elle a fait un travail exceptionnel à la résidence des Canuts. » Le mensonge était si transparent qu'Antoine sentit une vague de déception et de colère monter en lui. « Je crois que toute affaire professionnelle peut être traitée pendant les heures de bureau, au siège. » rétorqua Antoine,
gardant le sang-froid que des années de situation d'urgence à l'hôpital lui avaient enseigné. Étienne lança un regard dur à Camille, qui restait silencieuse, agrippée à son bouquet de tournesol comme à un bouclier. « Bien sûr, tu as raison. » Étienne fit un pas en arrière. C'était juste une coïncidence de la rencontrer ici. « Nous nous parlerons en une autre occasion, Camille. » Son ton portait une menace voilée qui n'échappa pas à Antoine. « En fait, » interrompit Antoine, « Camille est très occupée ces prochaines semaines. Si l'affaire est urgente, je suggère que tu t'adresses à un autre professionnel. » Les frères se fixèrent du regard pendant quelques secondes, un duel silencieux qui semblait porter le poids de vérités non dites. « Je vois. » Étienne recula finalement. « On se voit au déjeuner de dimanche chez maman, alors ?»« J'y serai, » répondit Antoine sèchement. Avec un dernier regard vers Camille, Étienne s'éloigna, disparaissant parmi les passants de la rue animée. Ce n'est que lorsque son frère fut loin qu'Antoine sentit Camille relâcher l'air, comme si elle avait retenu sa respiration pendant toute la rencontre. Elle s'écarta de lui, tremblant légèrement. « Vous le connaissez ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation empreinte d'incrédulité. « Vous avez le même nom de famille. Êtes-vous parents ?»« C'est mon frère aîné », confirma Antoine, traitant encore ce qui venait de se passer. Étienne Dubois. Camille pâlit, ses yeux se remplissant de larmes contenues. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, couvrant sa bouche avec sa main. « Je ne savais pas, je vous jure que je ne savais pas. » Antoine la guida jusqu'à un banc près de l'esplanade, loin des regards curieux des passants. Le soleil se couchait déjà sur le vieux Lyon, teignant les façades historiques d'une lumière orangée qui contrastait avec la gravité du moment. « Racontez-moi tout », demanda-t-il, avec la même voix calme qu'il utilisait pour donner des nouvelles difficiles aux familles de patients. Camille prit une grande inspiration, serrant les tournesols avec tant de force que quelques pétales tombèrent sur ses genoux. « J'ai rencontré votre frère il y a 3 mois, lorsque j'ai été engagé pour faire les arrangements floraux pour l'inauguration d'une de ses promotions immobilières. » Et commença-t-elle. « Il m'a dit qu'il était en instance de divorce, qu'il ne vivait qu'en apparence avec sa femme. Il m'a invité à dîner et... » J'ai cru. Une larme coula sur son visage. Au début, c'était juste le travail. Puis sont venus les cadeaux, les rencontres discrètes. Il ne m'emmenait jamais dans des lieux publics ici à Lyon. Il disait toujours que c'était pour me protéger des commérages qui pourraient nuire à ma boutique de fleurs. Antoine écoutait en silence, essayant de concilier l'image du frère exemplaire avec l'homme que Camille décrivait. « Il y a 2 semaines, j'étais dans un centre commercial et j'ai vu votre frère avec une femme et un garçon, clairement en sortie familiale. La femme l'a appelé « mon amour », le garçon « papa ». Il n'y avait pas moyen de faire semblant que ce n'était qu'une apparence. « Sophie et Lucas », murmura Antoine, « j'ai confronté votre frère ce soir-là. Il a admis qu'il était toujours marié, qu'il n'avait jamais prévu de se séparer. Il a dit que je devrais comprendre que des hommes comme lui ont des besoins. J'ai tout arrêté immédiatement. » Camille essuya ses larmes avec la manche de son chemisier. « Depuis, il ne me laisse pas tranquille. Il apparaît à ma boutique, m'appelle de numéros inconnus, me suit. Aujourd'hui, c'était la 3e fois cette semaine. » Le soleil avait complètement disparu et les lumières de la ville commençaient à scintiller autour d'eux. Sur le pont, les voitures formaient une file interminable, leurs phares comme des lucioles métalliques dans la nuit qui arrivait. Antoine essayait d'absorber chaque mot de Camille, sentant le poids d'une vérité qui menaçait de démolir l'image qu'il avait de son frère et, peut-être, de toute sa famille. « Je vais vous ramener chez vous, » dit-il finalement. « Et demain, nous allons régler cela. » La nuit tomba complètement sur Lyon tandis qu'Antoine conduisait en silence. À côté de lui, Camille regardait par la fenêtre, ses doigts toujours entrelacés nerveusement autour des tiges des tournesols flétris. « Tournez à droite au prochain carrefour, » indiqua-t-elle, sa voix presque un murmure. « C'est cette maison verte avec le portail blanc. » La boutique de fleurs, le tournesol occupait le rez-de-chaussée d'un ancien immeuble du quartier de la Croix-Rousse. À l'étage, un petit appartement servait de résidence à Camille. Ce n'était pas luxueux, mais cela avait de la personnalité. Des pots de plantes pendaient aux fenêtres et une discrète plaque en bois indiquait le commerce. « Vous vivez seul ?» demanda Antoine, garant sa voiture. « Oui », répondit-elle, hésitant à descendre. « Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une voisine qui garde toujours un œil. Madame Renard, une dame retraitée qui a pratiquement adopté ma boutique comme une extension de sa maison. » Antoine hocha la tête, mais quelque chose dans son instinct médical, le même qui l'alertait lorsqu'un patient avait besoin d'une attention particulière, le fit sortir de la voiture et l'accompagner jusqu'à la porte.
Vous avez mon numéro maintenant, dit-il, lui tendant une carte. N'hésitez pas à appeler, quoi qu'il arrive, et demain, je vais parler à mon frère. Camille tint la carte comme si elle était précieuse. Merci, docteur Antoine. Je suis désolé de vous impliquer là-dedans. Si j'avais su. Ne vous en voulez pas, l'interrompit-il. Vous n'avez rien fait de mal. Quand Antoine revint à sa voiture, son portable vibra. C'était un message d'Étienne. Nous devons parler, urgent. Cette femme n'est pas celle que tu crois. Suivi d'un autre, elle est dangereuse, Antoine. Une arnaqueuse. Elle a déjà fait ça avec d'autres hommes. Elle a menacé ma famille. S'il te plaît, appelle-moi. Antoine sentit le sang lui monter à la tête. L'hypocrisie de son frère était si évidente qu'elle en devenait absurde. Il décida de ne pas répondre immédiatement. Il avait besoin de temps pour organiser ses pensées et ne pas agir impulsivement. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Antoine arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Il se concentra sur ses patients, remerciant mentalement la routine exigeante qui l'empêchait de ruminer les événements de la veille. Pendant sa pause déjeuner, il reçut un nouveau message, cette fois de Camille. « Docteur Antoine, votre frère est apparu à la boutique de fleurs aujourd'hui. Lorsque j'ai refusé de le servir, il a commencé à crier devant les clients, disant que je l'avais trompé et volé son argent. J'ai peur. » Jointe au message, il y avait une photo de la boutique avec les arrangements floraux renversés et des pétales éparpillés sur le sol. Le cœur d'Antoine s'accéléra. Ce n'était plus seulement une affaire extra-conjugale, c'était du harcèlement, de l'intimidation. Il essaya d'appeler Camille, mais elle ne répondit pas. Il envoya un message lui demandant de rester dans un endroit sûr et promettant de passer à la boutique dès que sa garde se terminerait. À 18h, quand il sortit finalement de l'hôpital, Antoine se dirigea directement vers la Croix-Rousse. Il trouva la boutique de fleurs fermée, les stores baissés. Il frappa plusieurs fois, appelant Camille, jusqu'à ce qu'une dame âgée sorte de la maison d'à côté. « C'est Madame Camille que vous cherchez ?» demanda Madame Renard, ajustant ses lunettes pour mieux le voir. « Oui, je suis son ami, Antoine Dubois. » La mention du nom de famille fit durcir l'expression de la dame. « Dubois, c'est ça ? Parent de cet homme qui est venu ici ce matin, faisant tout ce scandale ? » « Malheureusement, oui, c'est mon frère, » admit Antoine. « Mais je suis là pour aider Camille, pas pour causer des problèmes. » Madame Renard l'étudia pendant quelques secondes avant de décider de lui faire confiance. « Elle est partie, » révéla la dame, baissant la voix comme si elle partageait un secret d'État. « Elle a fermé la boutique, a pris une valise et a dit qu'elle devait quitter la ville pour un temps. Elle m'a demandé de prendre soin des plantes et d'annuler les commandes en attente. » Antoine sentit un pincement au cœur. Elle a dit où elle allait ou quand elle reviendrait. Non, mon fils. Elle a juste dit qu'elle avait besoin de distance pour se sentir en sécurité à nouveau. Je n'ai jamais vu la jeune fille dans cet état, les yeux gonflés d'avoir pleuré, tremblante comme une feuille au vent. À ce moment, le portable d'Antoine vibra avec un message de Camille. « Je suis à la gare routière de Perrache. Je vais chez ma tante à Marseille. J'ai besoin de temps loin d'ici. Votre frère répand des mensonges sur moi, disant que je suis une arnaqueuse. J'ai peur que cela n'affecte ma boutique de façon permanente. Merci pour votre aide hier. Vous avez été un gentleman au moment où j'en avais le plus besoin. » Sans réfléchir à deux fois, Antoine monta dans sa voiture et se dirigea vers la gare routière de Lyon. L'endroit était animé, comme toujours aux premières heures de la nuit. Il chercha parmi les gens jusqu'à apercevoir Camille, assise, seule sur un banc près de la porte d'embarquement, une petite valise à ses pieds. En le voyant s'approcher, elle se leva, surprise. « Docteur Antoine, que faites-vous ici ?»« Je ne pouvais pas vous laisser partir comme ça, » répondit-il. « Cette situation, il n'est pas juste que vous deviez abandonner votre vie à cause du comportement de mon frère. » Camille sourit tristement, réajustant la sangle de son sac sur son épaule. « Ce n'est que pour un temps. J'ai besoin que les choses se calment. Votre frère a des contacts, de l'influence. Les gens le croient, pas moi. Je ne suis que la fleuriste, la femme qui aurait soi-disant tenté de détruire un mariage. »
Une annonce sonore informa que le car pour Marseille partirait dans 15 minutes. « Je vais poursuivre mon frère en justice s'il le faut », dit Antoine déterminé. « Ce qu'il fait est un crime. » « Non », Camille secoua la tête avec véhémence. « Ah, et s'il vous plaît, ne faites pas ça. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Je veux juste la paix, reprendre ma vie. » Elle prit une grande inspiration, comme pour rassembler son courage. « Il y a une autre chose que vous devez savoir, » continua-t-elle, sa voix maintenant presque inaudible au milieu du brouhaha de la gare. « Votre frère, quand j'ai découvert qu'il était marié, qu'il avait un fils, je ne savais pas que c'était votre neveu. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes. « J'ai tout arrêté immédiatement. Je ne resterai jamais avec un homme marié. Si j'avais su depuis le début. » Elle marqua une pause, luttant contre l'émotion. « S'il vous plaît, si un jour vous rencontrez sa femme, Sophie, n'est-ce pas? Dites-lui que je ne savais pas, que je n'ai jamais voulu lui faire de mal, ni à son fils. » L'appel final pour l'embarquement retentit et Camille prit sa valise. « Je dois y aller. Merci pour tout, docteur Antoine. »« Appelez-moi juste Antoine, » répondit-il, se sentant étrangement connecté à cette femme qu'il avait rencontrée il y a moins de 24 heures. « Et prévenez-moi quand vous arriverez en toute sécurité, s'il vous plaît. » Elle hocha la tête, et pendant un bref instant, leurs yeux se rencontrèrent, un regard chargé de possibilités qui ne se concrétiseraient peut-être jamais. Puis, elle se retourna et se dirigea vers le car. Antoine resta immobile, regardant le véhicule partir, emportant Camille loin du désordre que son frère avait créé. Une colère froide et calculée commença à monter en lui. Il ne s'agissait plus seulement du mensonge d'Étienne à Camille, il s'agissait d'années d'admiration aveugle pour un homme qui ne méritait pas une telle révérence. Il se dirigea vers la luxueuse maison de son frère à caluire et cuire sans prévenir. La villa, avec ses jardins impeccables et sa piscine illuminée, semblait se moquer de la simplicité de la boutique de fleurs de Camille. Il sonna et fut accueilli par une employée qui le reconnut immédiatement. « Docteur Antoine, quelle surprise! Monsieur Étienne est dans son bureau. Je vais lui annoncer que vous êtes là. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit-il, entrant déjà dans la maison. « Je connais le chemin. » Il trouva Étienne assis derrière un immense bureau en noyer, parlant au téléphone. En voyant son frère, l'homme d'affaires raccrocha rapidement. « Antoine, j'essayais justement de te joindre. Nous devons clarifier ce malentendu. »« Il n'y a rien à clarifier, » interrompit Antoine, fermant la porte du bureau derrière lui. « Je sais exactement qui tu es maintenant. » Étienne se leva, contournant le bureau pour faire face à son frère. « Tu ne comprends pas, cette femme est dangereuse. Elle a déjà essayé d'extorquer de l'argent à d'autres hommes. C'est une manipulatrice. »« Arrête ça !» La voix d'Antoine résonna dans le bureau. « Elle est partie, Étienne. Elle a quitté la ville à cause de toi. Sa boutique, sa vie. Tout est détruit par tes mensonges. » Étienne pâlit légèrement, mais garda sa posture défensive. « C'est mieux ainsi. Elle devait sortir de nos vies. Elle aurait pu causer un dommage irréparable à notre famille. » « Notre famille ?» Antoine rit, incrédule. « La seule menace pour ta famille, c'est toi-même, Étienne. Ton infidélité, tes mensonges. » La tension entre les frères était palpable lorsque la porte du bureau s'ouvrit. Sophie entra, élégante comme toujours dans sa robe bleu marine, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, contrastant avec la pâleur de son visage. « Antoine, quelle surprise! Je ne savais pas que tu venais nous rendre visite aujourd'hui. » Elle regarda d'un frère à l'autre, percevant immédiatement l'hostilité dans l'air. Quelque chose s'est passé. Antoine fixa son frère, lui donnant une dernière chance de se racheter, de dire la vérité. Mais Étienne lui rendit simplement son regard, l'air provocateur. Le silence qui planait dans le bureau était presque palpable. Antoine regarda Sophie, sa belle-sœur qu'il avait toujours admirée pour son élégance et son intelligence, et sentit le poids de la vérité qu'il était sur le point de révéler. « Oui, Sophie, il s'est passé. Quelque chose que tu dois savoir, » dit Antoine, ignorant le regard d'avertissement d'Étienne. « Antoine, non, » commença Étienne, faisant un pas vers lui. « Non quoi, Étienne? Ne dis pas à ta femme que tu l'as trompée? Que tu as harcelé une femme innocente au point de la forcer à quitter la ville ?» Sophie regarda, confuse, de l'un à l'autre, son sourire cordial disparaissant progressivement.
De quoi parles-tu, Antoine ? Étienne, que se passe-t-il ? Étienne passa la main dans ses cheveux grisonnants, une expression calculatrice s'installant sur son visage. Sophie, ma chérie, Antoine a rencontré une femme qui a inventé une histoire absurde à mon sujet. Une arnaqueuse qui a déjà tenté d'extorquer de l'argent à plusieurs hommes d'affaires à Lyon. Antoine n'arrivait pas à croire la facilité avec laquelle son frère mentait. « C'est faux !» s'exclama-t-il, se tournant vers Sophie. Hier, par coïncidence, j'ai rencontré une femme nommée Camille Laurent. Elle était harcelée par un homme, son ex-petit ami. À ma surprise, cet homme était Étienne. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Ton frère a eu une relation avec elle pendant 3 mois. » continua Antoine, déterminé à exposer toute la vérité. « Il a fait croire à Camille qu'il était en train de se séparer de toi, que votre mariage n'était qu'une façade. Quand elle a découvert la vérité, qu'il était marié et avait un fils, elle a tout arrêté. Depuis, Étienne l'a harcelé, intimidé. Aujourd'hui, il s'est rendu à sa boutique de fleurs, a détruit des arrangements et l'a diffamé publiquement. » Sophie resta immobile, son visage masqué par le choc. « À cause de cela, » conclut Antoine. « Camille a quitté la ville aujourd'hui. Elle a abandonné sa boutique, sa maison. Tout par peur de ton mari. » Étienne laissa échapper un rire forcé. « Oh, c'est ridicule. Sophie, tu me connais depuis 15 ans. Crois-tu vraiment que je ferais quelque chose comme ça ? Il est évident que cette femme a manipulé mon frère, tout comme elle a tenté de me manipuler lorsque je l'ai rejeté. » Antoine secoua la tête, incrédule. « Sophie, j'ai vu de mes propres yeux. » Étienne harcelant Camille dans la rue. La façon dont il l'a regardée, menaçant. Les messages qu'il m'a envoyés ensuite, essayant de la diffamer. Et aujourd'hui, le vandalisme à la boutique. Il y eut un moment de silence tendu, tandis que Sophie traitait tout ce qu'elle entendait. Puis, à la surprise d'Antoine, elle s'approcha lentement d'Étienne et lui prit la main. « Tu es injuste envers ton frère, Antoine, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme. « Étienne m'a parlé de cette femme il y a des semaines. Elle l'a abordée lors d'un événement de l'entreprise, a offert ses services de paysagisme, puis a commencé à faire des avances. Quand il l'a rejetée, elle a commencé à inventer des histoires, à menacer notre famille. Antoine n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « C'est absurde. Tu le crois comme ça, sans poser de questions ? Pourquoi ne le croirais-je pas ? C'est mon mari, le père de mon fils. Un homme respecté dans tout Lyon, » répondit Sophie, levant le menton dans un geste de défi. « Quant à toi, Antoine, tu as toujours été facilement manipulé, toujours avoir le meilleur chez les gens, même quand il n'y a rien de bon à voir. » Étienne sourit, triomphant. « Tu devrais t'excuser, mon frère. Auprès de Sophie, de moi, de notre famille. Cette femme a failli réussir ce qu'elle voulait, nous séparer. » Antoine regarda de l'un à l'autre, réalisant l'étendue de la manipulation d'Étienne. Il n'y avait pas que Camille qui l'avait trompé, c'était toute la famille Dubois depuis des années. « Je n'arrive pas à croire que tu sois sérieuse, Sophie. Je connais mon frère depuis 35 ans. Je sais quand il ment. Et je connais mon mari depuis 15 ans, rétorqua-t-elle. Je sais quel genre d'homme il est, un homme qui a bâti un empire à partir de rien, qui fait des dons à des œuvres de bienfaisance, qui est respecté par tous. Un père exemplaire pour Lucas. Et les messages qu'il m'a envoyés ? Les clients qui ont été témoins du scandale à la boutique de fleurs aujourd'hui ? Étienne essayait juste de te protéger, de t'alerter au sujet de cette femme. Et quant à la scène à la boutique de fleurs, je parie qu'elle l'a elle-même mise en scène pour l'incriminer. » La conviction de Sophie était effrayante. Antoine réalisa que peu importait ce qu'il disait, elle avait choisi de croire son mari. « Je crois qu'il vaut mieux que tu partes, Antoine, » dit Étienne, passant son bras autour de la taille de Sophie. « Quand tu seras plus calme, nous pourrons parler. Je n'ai plus rien à te dire. » « Ouane, » répondit Antoine, se dirigeant vers la porte. Il s'arrêta et regarda sa belle-sœur. « Sophie, si un jour tu veux connaître la vérité, contacte-moi. La seule vérité que j'ai besoin de connaître est celle que je vis tous les jours aux côtés de l'homme que j'aime, » répondit-elle froidement. « Et s'il te plaît, ne viens pas au déjeuner de dimanche. Je ne veux pas que Lucas voie cette désunion entre vous. » Les mots frappèrent Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Être privé de la présence de son neveu, qu'il aimait tant, était un coup qu'il n'attendait pas. « Comme tu voudras, » dit-il, quittant le bureau avec la dignité qu'il parvint à rassembler. Alors qu'il rentrait en voiture à son appartement des Brotteaux, Antoine tentait de digérer tout ce qui s'était passé. La trahison de son frère, l'aveuglement volontaire de Sophie, l'injustice subie par Camille et maintenant l'éloignement de sa famille. Dans les jours qui suivirent, la rupture ne fit que s'approfondir. Madame Hélène, mère des frères Dubois, appela Antoine, profondément déçu. « Comment as-tu pu accuser ton frère de cette façon, Antoine ? Détruire l'harmonie de notre famille à cause de la parole d'une étrangère ?» Étienne est anéanti. « Maman, ce n'est pas comme ça.
Je ne veux rien entendre !» Tu as toujours été jaloux de la réussite de ton frère, toujours à vivre dans son ombre. Mais inventer quelque chose d'aussi horrible, je n'aurais jamais cru que tu en arriverais là. La conversation se termina par Madame Hélène, exigeant qu'Antoine s'excuse auprès d'Étienne et Sophie s'il voulait être à nouveau accueilli dans la maison familiale. Une condition qu'il ne pouvait accepter, pas quand il connaissait la vérité. Les semaines se transformèrent en mois. Antoine s'isola dans son travail, se consacrant encore plus à ses patients. Il recevait occasionnellement des messages de Camille, qui s'était installée à Marseille et commençait lentement à reconstruire sa vie, ouvrant un petit stand de fleurs au marché central. Dans l'un de ses messages, elle écrivit « Parfois, je pense à revenir à Lyon. Ma boutique, mes clients me manquent. Mais ensuite, je me souviens du regard de votre frère, de l'impunité avec laquelle il a agi, et la peur revient. C'est comme vivre dans une prison invisible, docteur Antoine. J'espère qu'un jour cela passera. » Antoine voulait lui dire de revenir, qu'il la protégerait, qu'ils affronteraient Étienne ensemble. Mais il savait que ce serait une promesse vide. Son propre frère avait orchestré son isolement de la famille avec une maîtrise effrayante. Noël arriva et ce fut la première fois en 35 ans qu'Antoine ne participa pas au réveillon de la famille Dubois. Au lieu de cela, il fit une garde volontaire à l'hôpital, permettant à des collègues avec de jeunes enfants de passer la nuit avec leur famille. C'est pendant cette garde qu'il rencontra Marine, une infirmière nouvellement embauchée à l'USI pédiatrique qui avait également choisi de travailler pendant la fête. Marine était l'opposé de tout ce qu'Antoine avait expérimenté ces derniers mois, sincère, direct, sans agenda caché. Ils commencèrent à se rapprocher, d'abord comme collègues, puis comme amis, et finalement comme quelque chose de plus. Ce fut Marine qui l'aida à accepter l'éloignement de sa famille, qui le convainquit qu'il y avait des personnes qui méritaient son amour et sa confiance, malgré la trahison de son frère. « Ta famille a choisi de croire la version qui leur causait le moins de peine, » expliqua-t-elle un soir alors qu'ils marchaient le long des quais du Rhône. « Il est plus facile de penser qu'une étrangère a menti que d'accepter que quelqu'un que nous aimons depuis si longtemps soit capable d'une telle cruauté. » 3 ans passèrent presque sans contact avec la famille Dubois. Antoine savait par des collègues de l'hôpital que son neveu, Lucas, maintenant âgé de 15 ans, grandissait fort et en bonne santé, qu'Étienne avait étendu ses affaires au sud, que Sophie continuait d'être la parfaite épouse de l'homme d'affaires prospère. Camille finit par arrêter d'envoyer des messages. Le dernier qu'Antoine reçut d'elle disait qu'elle déménageait à Paris, où elle commencerait des études de droit. « Je veux aider d'autres femmes qui ont traversé ce que j'ai traversé », avait-elle écrit. Merci d'avoir été la seule personne à Lyon à me croire. La vie d'Antoine avait trouvé un nouvel équilibre. Sa relation avec Marine avait éclos. Ils vivaient maintenant ensemble dans son appartement, planifiant un avenir où les blessures du passé semblèrent de plus en plus lointaines. Jusqu'à ce que, un samedi matin à l'aube, son portable sonne. Le numéro de Sophie clignotait à l'écran. Pendant un instant, Antoine envisagea de ne pas répondre. Quel droit avait-elle de le déranger après tant de temps? Après tout ce qui s'était passé, mais quelque chose, peut-être le médecin en lui, habitué à répondre aux appels d'urgence, le fit glisser son doigt sur l'écran. Antoine. La voix de Sophie était méconnaissable, tremblante et désespérée. « S'il te plaît. C'est Lucas. Il y a eu un accident. Il est à Saint-Joseph. Les médecins disent qu'ils ont besoin d'un neurochirurgien d'urgence. Ils disent que tu es le meilleur. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. Lucas, son neveu. Que s'est-il passé? Il faisait du skate avec ses amis. Il est tombé, s'est cogné la tête. Il est dans le coma, Antoine. S'il te plaît. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après tout, mais c'est Lucas. La voix de Sophie se brisa en un sanglot. « J'y vais tout de suite, » dit Antoine, se levant déjà du lit sous le regard inquiet de Marine. « Merci, » murmura Sophie. Étienne est en dehors de la ville, en réunion à Bordeaux. J'essaie de le contacter, mais ce n'est pas grave. Je vais m'occuper de Lucas. Alors qu'il conduisait dans les rues vides de Lyon en direction de l'hôpital, Antoine sentit un tourbillon d'émotions. La colère contre son frère et sa belle-sœur pour l'avoir éloigné de la famille pendant des années. La peur pour l'état de son neveu. Et un étrange sentiment que, d'une certaine manière, le destin offrait une opportunité de rédemption. Non pas pour lui qui avait toujours su la vérité, mais pour ceux qui avaient choisi de vivre dans le mensonge. Les lumières du bloc opératoire de l'hôpital Saint-Joseph ne parurent jamais aussi intenses à Antoine. Ses mains, toujours fermes lors de procédures complexes, se mouvaient avec une précision millimétrique tandis qu'il travaillait sur le cerveau de Lucas. L'adolescent souffrait d'un traumatisme crânien grave avec une hémorragie sous-durale qui devait être contenue immédiatement.
Plus d'aspiration ici, ordonna Antoine à l'équipe, concentré sur la délicate opération. Nous devons avoir une visibilité totale de cette zone. Pendant 6 heures, Antoine lutta pour sauver la vie de son neveu, écartant toute pensée sur le passé, sur Étienne, sur les années d'éloignement. À ce moment-là, il n'existait que le patient et la procédure, une danse précise entre la vie et la mort qui exigeait sa concentration totale. Lorsqu'il referma finalement le crâne de Lucas et posa les derniers points de suture sur l'incision, Antoine sentit le poids de la fatigue. Cela avait été l'une des chirurgies les plus difficiles de sa carrière, non pas en raison de la complexité technique, mais à cause de l'implication émotionnelle. « Excellent travail, docteur », commenta l'instrumentiste tout en retirant l'équipement. C'était de justesse. Antoine hocha simplement la tête, retirant son masque chirurgical. Oui, c'était de justesse. Si Sophie avait hésité quelques minutes de plus à l'appeler, s'il était arrivé plus tard, s'il n'avait pas eu l'expérience de cas similaires, tant de variables qui auraient pu aboutir à une issue tragique. Dans la salle d'attente, Sophie attendait, le visage marqué par des heures de larmes et d'angoisse. En voyant Antoine, elle se leva d'un bond. « Comment va-t-il » ? « L'opération a été un succès », répondit Antoine, gardant le ton professionnel qu'il utilisait avec les familles de patients. « Nous avons réussi à contenir l'hémorragie et à réduire la pression intracrânienne. Maintenant, nous devons attendre. Les prochaines 48 heures seront critiques. » Sophie couvrit sa bouche avec ses mains, ses épaules tremblant dans un sanglot silencieux de soulagement. « Merci, » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Merci d'être venu, même après tout. »« Je ne l'aurais pas fait pour Étienne, » dit Antoine honnête. « Je l'ai fait pour Lucas. Il a toujours été un bon garçon. Il n'est pas responsable des choix des adultes autour de lui. » Sophie hocha la tête, essuyant ses larmes. Étienne est en train de revenir de Bordeaux. Il a pris le premier vol. Il devrait arriver dans quelques heures. Je vois. Je vais laisser des instructions détaillées à l'équipe. Nous n'avons pas besoin de nous rencontrer. Antoine, Sophie hésita. Pourrais-tu rester, au moins jusqu'à ce que Lucas se réveille ? Les autres médecins ont dit que tu es le seul à vraiment comprendre ce qui s'est passé, que tu peux mieux évaluer son évolution. Il y avait quelque chose dans sa voix. Une vulnérabilité qu'Antoine n'avait jamais vue auparavant chez Sophie, toujours maîtresse d'elle-même. Pendant un instant, il se demanda si elle commençait enfin à voir au-delà de la façade de perfection qu'elle avait construite autour de son mariage. « Je resterai jusqu'à ce qu'il soit hors de danger », accepta-t-il finalement. « Mais je préfère éviter les confrontations avec Étienne. Cela ne ferait de bien à personne, surtout pas à Lucas. » Les heures suivantes furent celles d'une surveillance constante. Antoine surveillait les signes vitaux de Lucas, vérifiait les scanners, ajustait les médicaments. L'adolescent restait dans un coma induit, son jeune corps luttant pour se remettre du traumatisme. Pendant ce temps, Antoine observa Sophie. L'épouse toujours impeccable d'Étienne semblait maintenant l'ombre d'elle-même, cheveux ébouriffés, cernes profonds, vêtements froissés. Elle ne quitta l'hôpital pas même une minute, refusant de laisser son fils même lorsque les infirmières insistèrent pour qu'elle se repose. À l'aube du deuxième jour après l'opération, alors qu'Antoine examinait les nouveaux scanners de Lucas, Sophie rompit le silence qui s'était installé entre eux. « Je l'ai cru », dit-elle presque dans un murmure, « parce que c'était plus facile. Parce que l'alternative était d'admettre que j'avais passé 15 ans aux côtés d'un homme que je ne connais pas vraiment. » Antoine la regarda, surpris par la confession inattendue. « Sophie. »« Je ne demande pas pardon, » continua-t-elle, les yeux fixés sur son fils inconscient. « J'essaie juste d'expliquer. Après que tu sois parti ce jour-là, j'ai commencé à remarquer des choses, de petits détails que j'avais toujours ignorés, des appels qu'il prenait dans une autre pièce, des voyages d'affaires qui se prolongeaient sans explication, des excuses de plus en plus élaborées. » Elle marqua une pause, respirant profondément pour contrôler l'émotion. Mais malgré tout, j'ai choisi de le croire. Pour Lucas, pour l'image de la famille parfaite que nous avions construite, pour ma propre santé mentale. Il est plus facile d'être trompé que d'admettre que l'on s'est permis d'être trompé pendant si longtemps. Antoine ne savait pas quoi répondre. La confession de Sophie était à la fois une demande voilée de compréhension et une justification de ses actions. « Ce qui compte maintenant, c'est Lucas, » dit-il finalement. « Il aura besoin de stabilité et de soutien. » Sophie hocha la tête, reconnaissante du changement de sujet. Le matin du 3e jour, les paramètres de Lucas commencèrent à s'améliorer de manière significative. Antoine décida de réduire la sédation, permettant à l'adolescent d'émerger progressivement du coma. C'est à ce moment qu'Étienne arriva. Antoine le vit avant même d'entendre sa voix, la silhouette imposante dans le couloir,
parlant aux infirmières comme s'il commandait l'un de ses chantiers. 3 ans s'étaient écoulés, mais Étienne semblait le même, confiant, dominateur, habitué à ce que ses ordres soient obéis. Antoine prit une profonde inspiration, se préparant à la rencontre inévitable. Pour Lucas, il maintiendrait la civilité. « Comment va-t-il » demanda Étienne, entrant dans la chambre de l'USI sans saluer son frère, s'adressant directement à Sophie. « Mieux », répondit-elle sans se lever de la chaise à côté du lit de son fils. Antoine réduit la sédation. Il devrait commencer à se réveiller dans les prochaines heures. Étienne regarda finalement son frère, un mélange de gêne et de gratitude réticente sur son visage. « Merci de t'être occupé de lui », m'en dit-il, tendant la main dans un geste formel. Antoine accepta brièvement la poignée de main, notant à quel point le contact semblait étrange après tant de temps. « J'ai fait ce que n'importe quel médecin ferait, et ce que n'importe quel oncle ferait pour son neveu. Malgré tout, je te remercie. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis longtemps. 3 ans, compléta Antoine. 3 ans sans aucune nouvelle de mon neveu, sans être invité aux anniversaires, aux remises de diplômes, au Noël. » Étienne eut la décence de paraître embarrassé. Les choses sont devenues compliquées après ce jour, se justifia-t-il. Tu étais bouleversé, tu portais des accusations. Nous avons pensé qu'il valait mieux prendre du temps. Du temps ? Répéta Antoine incrédule. Vous m'avez complètement exclu de la famille parce que j'ai dit la vérité sur ton comportement. Antoine, s'il te plaît, intervint Sophie regardant son fils avec inquiétude. Et ce n'est ni le moment ni l'endroit. Elle avait raison. Antoine prit une profonde inspiration, se ressaisissant. Je vais vérifier les derniers examens, dit-il, se dirigeant vers la porte. Je reviendrai dans 1 heure pour évaluer les signes vitaux de Lucas. Dans les heures qui suivirent, Antoine garda ses distances, n'entrant dans la chambre qu'en cas de nécessité, traitant Étienne avec la formalité professionnelle qu'il réservait aux familles de patients difficiles. L'homme d'affaires, de son côté, semblait soulagé par la trêve tacite. À la fin de cette journée, Lucas commença à montrer les premiers signes de conscience, de petits mouvements des doigts, une réaction aux voix autour de lui. Antoine le suivit de près, orientant l'équipe sur les procédures appropriées pour le réveil progressif. « Il réagit bien », expliqua-t-il aux parents. « Mais nous aurons encore besoin de quelques examens pour évaluer s'il y a des séquelles neurologiques. »« Moi, séquelles ?» répéta Étienne pâlissant. « Quel genre de séquelles ?» C'est fréquent dans les cas de traumatisme crânien. Il peut y avoir des altérations de la mémoire, de la coordination motrice, du comportement. Mais Lucas est jeune, avec une bonne capacité de récupération. Les chances sont positives. Sophie serra la main de son fils, les larmes coulant silencieusement. Il pourra redevenir comme avant ? Faire du skate ? Jouer au foot ? C'est ce que nous espérons, Nia répondit Antoine. Mais nous ne pourrons évaluer complètement que lorsqu'il sera totalement conscient et que nous pourrons effectuer les tests neurologiques appropriés. Le lendemain matin, Lucas ouvrit les yeux. Son regard désorienté parcourut la pièce, se fixant d'abord sur sa mère, puis sur son père, et finalement sur Antoine. « Oncle Antoine » murmura-t-il, la voix rauque par le temps d'intubation. Le cœur d'Antoine s'accéléra. Lucas l'avait reconnu. Il se souvenait de lui, malgré les années de séparation. C'était un bon signe, tant pour le pronostic neurologique que pour la connexion émotionnelle qu'ils avaient toujours eue. « Je suis là, Lucas », répondit-il, s'approchant du lit. « Tu as eu un accident, mais tu vas mieux. » L'adolescent hocha faiblement la tête, essayant de traiter l'information. « Ma tête fait mal. »« C'est normal, » expliqua Antoine. « Tu t'es cogné fort et nous avons dû faire une opération. Mais la douleur diminuera progressivement. » Les jours suivants apportèrent des progrès significatifs. Lucas fut transféré de l'USI dans une chambre privée. Il commença à parler davantage, à se nourrir seul, à faire ses premiers pas avec l'aide des kinésithérapeutes. À chaque évaluation, Antoine se sentait plus optimiste quant à une récupération complète. 1 semaine après l'opération, une complication inattendue survint. Les analyses de sang de Lucas montrèrent des niveaux bas d'hémoglobine, nécessitant une transfusion. « Nous aurons besoin de son groupe sanguin », expliqua Antoine à Sophie et Étienne, qui restaient constamment aux côtés de leur fils. « Vous savez lequel c'est ? A positif comme le mien », répondit Étienne rapidement. Antoine prit note dans le dossier. « Et toi, Sophie ?»« Au négatif ?» répondit-elle tendue. « D'accord, je vais demander la transfusion immédiatement. » Quelques heures plus tard, le laboratoire de l'hôpital envoya un message urgent à Antoine. Il y avait un problème avec le groupe sanguin. En vérifiant la demande, il réalisa l'erreur. Le laboratoire affirmait que Lucas était AB négatif, incompatible avec ce qu'Étienne avait indiqué.
il doit y avoir une erreur, commenta Antoine avec le technicien de laboratoire. Nous allons refaire le test. Le second test confirma, Lucas était en effet AB négatif. Antoine fronça les sourcils, révisant mentalement les lois d'hérédité sanguine qu'il avait étudiées à la faculté de médecine. Un père avec du sang A et une mère avec du sang O ne pouvaient pas engendrer un enfant AB. C'était biologiquement impossible. La conclusion était inévitable et déconcertante. Étienne n'était pas le père biologique de Lucas. Antoine resta immobile dans le laboratoire de l'hôpital, le résultat de l'analyse de sang entre ses mains comme une bombe sur le point d'exploser. La science ne mentait pas. Étienne ne pouvait pas être le père biologique de Lucas. Cette vérité, si claire dans le groupe sanguin devant lui, avait le pouvoir de détruire ce qui restait de la famille Dubois. Pendant quelques instants, Antoine considéra les implications éthiques de ce qu'il venait de découvrir. En tant que médecin, il avait une obligation envers la vérité scientifique, mais aussi envers le bien-être de son patient, qui dans ce cas était son neveu, un adolescent déjà fragilisé par l'accident. Lucas n'avait pas besoin d'une nouvelle secousse émotionnelle pendant sa convalescence. Après mûre réflexion, Antoine prit une décision. Il demanderait la transfusion compatible pour Lucas, sans mentionner l'incompatibilité génétique. Cette conversation devrait avoir lieu, mais pas maintenant, pas à l'hôpital, pas pendant que le garçon luttait pour se rétablir. Lorsqu'il revint dans la chambre de Lucas, Sophie était seule avec son fils, qui dormait paisiblement. « Où est Étienne » demanda Antoine, vérifiant les signes vitaux du patient. « Il est allé régler quelques problèmes à l'entreprise de construction », répondit-elle sans quitter son fils des yeux. Même avec Lucas, ici, les affaires ne s'arrêtent pas. Il y avait une note d'amertume dans sa voix qui n'échappa pas à Antoine. « La transfusion est en préparation », l'informa-t-il, gardant le ton professionnel. « Nous allons commencer dès que tout sera prêt. » Sophie hocha la tête, continuant à caresser les cheveux de son fils endormi. Il y avait quelque chose dans sa posture, une tension dans son dos, un tremblement presque imperceptible dans ses mains qui suggéra à Antoine qu'elle pourrait en savoir plus qu'elle ne le montrait. « Sophie, » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, « quand la transfusion sera terminée, j'aimerais parler avec toi, en privé. » Elle leva les yeux, croisant ceux d'Antoine avec un regard qui mêlait appréhension et résignation. « C'est à propos des examens de Lucas ? » ?»« Oui, il y a quelques questions que nous devons discuter. » Sophie ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Je vois, après la transfusion alors. » La transfusion se déroula sans complications. Lucas dormit pendant toute la procédure, son jeune organisme absorbant le sang donné qui l'aiderait à se rétablir. Lorsque tout fut terminé et que les infirmières retirèrent l'équipement, Antoine invita Sophie à une conversation dans la petite salle de réunion de l'étage. Assis face à face, médecin et patiente, beaux-frères, presque étrangers après 3 ans de distanciation, ils se fixèrent en silence pendant quelques secondes. « C'est à propos du groupe sanguin de Lucas, n'est-ce pas ?» Sophie rompit finalement le silence, sa voix presque inaudible. Antoine hocha la tête, surpris par sa perception. « Oui, les examens montrent que Lucas est AB négatif. Étienne est A positif et toi O négatif. Ce qui signifie qu'Étienne ne peut pas être le père biologique de Lucas, » compléta-t-elle, les mots sortant comme une confession longtemps contenue. Antoine l'observa attentivement, réalisant qu'il n'y avait pas de surprise sur son visage, seulement une profonde tristesse. « Tu savais déjà ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation. Sophie hocha la tête, des larmes silencieuses commençant à couler sur ses joues. « J'ai toujours su, » admit-elle, la voix étranglée. « Depuis avant la naissance de Lucas. » commença Antoine, mais s'arrêta, réalisant qu'il n'avait pas le droit de poser cette question. Sophie, cependant, semblait prête à partager un secret gardé pendant 15 ans. « Ce fut une nuit, juste une, » expliqua-t-elle regardant ses propres mains. Étienne voyageait, comme toujours. C'était notre 5e année de mariage, et je savais déjà ses infidélités, même si je faisais semblant de ne pas savoir. Cette nuit-là, j'étais si seule, si abandonnée. Elle marqua une pause, respirant profondément pour contrôler l'émotion. Un collègue de travail, François, était toujours là pour moi, écoutant, soutenant. Il a été gentil quand j'avais le plus besoin de gentillesse. Ce fut juste une nuit, Antoine. Une nuit de réconfort après des années de solitude. Et Étienne ne l'a jamais su ? Jamais. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai calculé les dates. Je savais que ça ne pouvait pas être Étienne. Il était au Portugal quand Lucas a été conçu. J'ai pensé à dire la vérité, à demander le divorce, mais...
Étienne était si heureux de la nouvelle. Pour la première fois depuis des années, j'ai revu l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Il a changé pendant la grossesse, il était présent, attentionné. J'ai pensé qu'un enfant pouvait sauver notre mariage. Et d'une certaine manière, il l'a sauvé. Antoine absorbait chaque mot, réajustant mentalement tout ce qu'il pensait savoir sur la famille de son frère. Et cet homme, François, c'est-il pour Lucas? Sophie secoua la tête négativement. Il a déménagé au Canada 1 mois après. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Et Lucas, Étienne l'aime comme s'il était de son propre sang. C'est la seule chose authentique chez mon mari, l'amour qu'il porte à son fils. N'as-tu jamais envisagé de dire la vérité? Souvent, y admit Sophie. Surtout ces dernières années, lorsque les infidélités d'Étienne sont devenues plus fréquentes, plus éhontées. Mais quel droit avais-je de détruire la relation entre père et fils? Lucas adore Étienne, il l'a toujours adoré. Et Étienne, avec tous ses défauts, a été un père présent et aimant. Antoine comprit alors la complexité de la situation. Ce qui semblait être une simple question de vérité contre mensonge était, en réalité, un enchevêtrement d'émotions, de compromis et de choix faits au fil des années. « Je ne le dirai pas à Étienne, dit-il finalement. Ce n'est pas mon rôle de révéler cela. Mais Sophie, un jour Lucas pourrait avoir besoin de savoir pour des raisons médicales, ne serait-ce que cela. Je sais, soupira-t-elle. J'ai toujours su que ce jour pourrait arriver. Je n'espérais juste pas que ce soit maintenant, alors qu'il est encore en convalescence. Ce n'est pas nécessaire que ce soit maintenant, il assura Antoine. Lucas se rétablit bien. Quand il sera assez fort pour rentrer à la maison, nous pourrons revoir cette question. Sophie prit la main d'Antoine, la serrant avec gratitude. Merci Antoine, de sauver mon fils, de comprendre, de ne pas juger. Nous faisons tous des erreurs, Sophie. Nous gardons tous des secrets. 2 mois passèrent. Lucas eut un rétablissement remarquable, dépassant les attentes médicales. Après 3 semaines à l'hôpital et 5 autres de thérapies intensives, il était presque complètement rétabli, avec seulement une légère difficulté de coordination que les kinésithérapeutes garantissaient être temporaire. Pendant cette période, Antoine se rapprocha de son neveu, d'abord en tant que médecin, puis en tant qu'oncle dont Lucas se souvenait avec affection de son enfance. L'adolescent demandait souvent pourquoi son oncle s'était éloigné de la famille, mais Antoine esquivait, disant simplement que les adultes compliquent parfois les choses. Étienne maintint une relation cordiale, mais distante avec Antoine. Il le remerciait formellement pour l'intervention médicale qui avait sauvé Lucas, mais évitait les rencontres au-delà du nécessaire. L'homme d'affaires semblait toujours mal à l'aise avec la présence de son frère, comme s'il craignait que d'anciennes accusations puissent ressurgir à tout moment. Sophie, en revanche, chercha activement à reconstruire les ponts. Elle invitait Antoine à déjeuner, lui demandait des conseils sur le rétablissement de Lucas, et progressivement commença à parler des années de séparation, du regret d'avoir éloigné son beau-frère de la famille. « Lucas s'est senti seul sans toi », dit-elle un après-midi, tandis qu'ils observaient l'adolescent en séance de kinésithérapie. « Il demandait toujours après toi pendant toutes ces années. Pourquoi oncle Antoine ne venait plus aux fêtes? Pourquoi il n'appelait jamais? »« Que lui disiez-vous » demanda Antoine. « Que tu étais trop occupé à sauver des vies. » répondit Sophie avec un sourire triste. Ce n'était pas entièrement faux. La vie d'Antoine avait également changé. Sa relation avec Marine avait évolué. Il s'était fiancé, planifiant le mariage pour la fin de l'année. L'infirmière, avec sa nature généreuse, soutint entièrement le rapprochement d'Antoine avec son neveu, même en comprenant les complexités de la relation avec le reste de la famille. Un dimanche matin, alors qu'il prenait son café avec Marine dans une boulangerie du quartier de la Guillotière, quelque chose à la télévision attira l'attention d'Antoine. C'était une interview dans une émission d'actualité locale. La journaliste s'entretenait avec une femme aux cheveux courts et professionnels, vêtue d'un tailleur élégant sur les marches du palais de justice historique de Lyon. « Camille » murmura Antoine, incrédule. À l'écran, la légende identifiait l'interviewée. Maître Camille Laurent, avocate spécialisée en droit des femmes. « Tu la connais » demanda Marine, remarquant la surprise de son fiancé. « Oui, enfin je l'ai connue. Il y a longtemps. » Antoine augmenta le volume, captant la fin de l'interview. « Et ce nouveau projet du cabinet vise à offrir un soutien juridique gratuit aux femmes en situation de harcèlement et de traque. » expliquait Camille, avec une assurance qu'Antoine ne reconnaissait pas chez la fleuriste effrayée qu'il avait rencontrée des années auparavant. Beaucoup d'entre elles ne portent pas plainte par peur, par honte ou par manque de moyens pour engager un avocat. Nous sommes là pour changer cela. Impressionnant de voir comment elle a transformé une expérience personnelle traumatisante
en quelque chose de positif, commenta la journaliste. Le sourire de Camille vacilla un instant. Parfois, les pires expériences nous montrent notre vraie force, répondit-elle, et nous dirigent vers un but plus grand. Lorsque l'interview se termina, Antoine resta silencieux, absorbant la transformation de Camille. D'une fleuriste harcelée à une avocate respectée, utilisant sa propre douleur pour aider d'autres femmes. Il y avait quelque chose de profondément inspirant là-dedans. Ce même soir, le portable d'Antoine sonna. C'était Sophie, sa voix tremblante d'anxiété. « Antoine, je dois te raconter quelque chose. C'est à propos d'Étienne. » « Que s'est-il passé ?»« Il a vu la même interview que toi. Cette femme, Camille, il est devenu obsédé. Il fait des recherches sur elle sur Internet. Il a découvert qu'elle était revenue vivre à Lyon il y a 3 mois. Je suis inquiète, Antoine. Il agit comme à cette époque. » Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. Il a dit quelque chose? Fait quelque chose? Pas encore, mais je connais ce regard. C'est comme s'il était en train de planifier quelque chose. Et il y a plus. Quoi? Lucas et moi avons trouvé un historique de recherche sur son ordinateur. Il n'y a pas que des femmes comme Camille qu'il a harcelées pendant ces années. Il y en a eu d'autres, Antoine. Beaucoup d'autres. La révélation ne surprit pas Antoine autant qu'elle aurait dû. D'une certaine manière, il avait toujours su que l'affaire avec Camille n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un schéma. Sophie, toi et Lucas devez vous éloigner de lui. Ce n'est pas si simple. Tu connais Étienne. Il contrôle tout, nos comptes bancaires, la maison où nous vivons, même l'école de Lucas. Vous pouvez rester chez nous, proposa Antoine sans hésiter. Marine n'y verrait pas d'inconvénient. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Merci Antoine. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, je le surveille. Si je me rends compte qu'il a l'intention de faire quelque chose contre Camille, je te préviens immédiatement. Dans les jours qui suivirent la rencontre avec Camille, Antoine se partagea entre l'hôpital, les préparatifs de son mariage avec Marine, les visites à Lucas et la surveillance constante des actions d'Étienne. Sophie le tenait informé des mouvements de son frère, rapportant avec une inquiétude croissante l'obsession qu'il avait développée pour l'avocate. Il a imprimé tous les articles sur elle, raconta Sophie lors d'un déjeuner avec Antoine. Il a un dossier sur l'ordinateur uniquement avec des informations sur son cabinet, les affaires qu'elle a défendues. Hier, je l'ai surpris en train d'étudier la routine de l'immeuble où elle travaille. « Cela devient dangereux », il observa Antoine, l'inquiétude évidente sur son visage. « Toi et Lucas devriez sérieusement considérer l'offre de rester chez nous pour un temps. » Sophie joua avec la nourriture dans son assiette, indécise. Lucas a 15 ans, Antoine. Il est dans une phase cruciale à l'école. Un déménagement maintenant affecterait ses études, ses amis. Et continuer dans une maison avec Étienne dans cet état n'affecte pas? Elle soupira, l'épuisement visible sur chaque trait de son visage. Tu as raison. Je vais en parler à Lucas aujourd'hui. Ce même après-midi, tandis qu'Antoine effectuait une consultation de routine, sa secrétaire l'interrompit d'urgence. « Docteur Antoine, votre belle-sœur est en ligne. Elle dit que c'est extrêmement urgent. » Lorsqu'il décrocha, la voix de Sophie était pleine de panique. « Antoine, il a découvert. Étienne est allé au cabinet de Camille. Il l'a confronté devant tout le monde. Il a fait une scène horrible. Et pire, il a vu Hugo. » Le cœur d'Antoine s'emballa. Que s'est-il passé? Je ne sais pas exactement. Je sais juste qu'Étienne est revenu bouleversé. Il a regardé le garçon et... Antoine, il a remarqué. Il a dit que le garçon avait les mêmes yeux, le même menton que lui dans son enfance. Où est-il maintenant? Enfermé dans son bureau buvant. J'ai peur, Antoine. Son regard. Je n'ai jamais vu Étienne ainsi. Emmène Lucas chez nous tout de suite, ordonna Antoine. Marine sera là. Je vais essayer de parler à Camille, voir ce qui s'est passé exactement. Après plusieurs tentatives, il réussit à parler à Camille. Sa voix était tendue, mais maîtrisée. Il est apparu de nulle part, raconta-t-elle. Il a commencé à crier, à m'accuser d'avoir ruiné sa vie. Quand il a vu Hugo sortir de mon bureau, Antoine, il a regardé mon fils comme s'il avait vu un fantôme. Il a tenté quelque chose contre vous? Il a essayé de s'approcher de la voiture où Hugo attendait. J'ai utilisé du gaz poivre sur lui. Je n'ai pas eu le choix. J'ai appelé la police, déposé une plainte. Mon avocat prépare une demande d'ordonnance de protection. Toi et Hugo êtes en sécurité? Oui, nous sommes chez une amie. Julien rentre de voyage pour rester avec nous. Antoine, j'ai réfléchi. Après tout ça... Quoi? Je ne suis pas la seule, tu sais. Après être devenue avocate, j'ai rencontré d'autres femmes qui ont vécu la même chose avec ton frère. J'envisage une action collective pour harcèlement, traque. La nouvelle frappa Antoine comme un coup de poing. D'autres femmes. Un schéma de comportement qui s'étendait sur des années, peut-être des décennies. Combien? Demanda-t-il,
la voix presque défaillante. 5 jusqu'à présent, toutes avec des histoires similaires. Étienne les courtisait, généralement dans des contextes professionnels. Quand il mettait fin à la relation ou était rejeté, le harcèlement, la diffamation commençait. Antoine ferma les yeux, sentant le poids de la révélation. Que puis-je faire pour aider? Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Serais-tu prêt à témoigner, raconter ce que tu as vu ce jour-là, il y a 7 ans? En tant que témoin, ta déposition aurait beaucoup de poids. Un médecin respecté, sans aucun intérêt personnel dans l'affaire. Bien sûr, répondit Antoine sans hésiter. Je ferai ce qu'il faut. Les événements se précipitèrent dans les semaines suivantes. L'affaire gagna en visibilité dans les médias locaux. Homme d'affaires connu accusé de harcèlement par 6 femmes. L'entreprise de construction d'Étienne commença à perdre des contrats. Les investisseurs se retirèrent. L'image soigneusement construite de l'homme d'affaires exemplaire s'effondrait à chaque nouveau détail révélé. Sophie et Lucas emménagèrent temporairement dans l'appartement d'Antoine et Marine. L'adolescent, toujours en convalescence après l'accident, montrait des signes croissants de stress face à la situation. « Je déteste ce qui se passe », se confia Lucas à son oncle lors d'une séance de kinésithérapie. Les camarades à l'école me regardent différemment. Certains parents ne laissent pas leurs enfants traîner avec moi, comme si j'étais responsable de ce que mon père a fait. « Tu n'es responsable de rien, Lucas », il assura Antoine. « Et cela va passer. Les gens oublieront. »« Mais moi, je n'oublierai pas. » répondit l'adolescent, les larmes aux yeux. « Je ne pourrai jamais oublier que mon père, qu'il est ce genre d'homme. » Antoine serra son neveu dans ses bras, sentant son cœur se briser pour le garçon qui, innocent, payait pour les erreurs de son père. La veille du procès, Lucas disparut. Sophie appela Antoine en panique. L'adolescent n'était pas rentré de l'école. Ses affaires avaient disparu de sa chambre, ainsi qu'un peu d'argent et sa console de jeux portable. Une recherche effrénée commença. Antoine, Marine et Sophie parcoururent les endroits que Lucas fréquentait. Ils appelèrent ses amis, ses professeurs. Rien. Ce n'est qu'au coucher du soleil qu'Antoine eut une idée. Le petit chalet que la famille Dubois possédait à Annecy, une ville de montagne à 1 heure de Lyon, où Lucas passait ses vacances dans son enfance. Conduisant sur la route sinueuse qui menait à la ville, Antoine tentait d'imaginer ce qui se passait dans la tête de son neveu. La déception envers son père, l'exposition publique de la famille, le stress constant à la maison, c'était trop pour n'importe quel adolescent, surtout un qui se remettait encore d'un traumatisme physique. Le chalet était sombre quand il arriva, mais la porte du balcon était déverrouillée. Dans la chambre du fond, il trouva Lucas recroquevillé sur le lit, son casque isolant le monde. « Tout le monde s'inquiète pour toi », dit doucement Antoine, après que son neveu eut retiré le casque. « Désolé », murmura Lucas. « Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de voir maman pleurer tous les soirs. Je n'en pouvais plus des messages de papa, tantôt suppliant le pardon, tantôt blâmant maman d'avoir pris parti contre lui. Tu aurais pu m'en parler ? À quoi bon ? Tu ne peux pas arranger ça, oncle. Personne ne le peut. Notre famille est détruite. » Antoine s'assit au bord du lit, choisissant ses mots avec soin. Les familles changent, Lucas. Parfois, elles se brisent. Parfois, elles se reconfigurent. L'important, c'est qu'il y a des gens qui t'aiment, qui se soucient de toi. Ta mère, moi, Marine. Lucas leva les yeux, rouge d'avoir tant pleuré. « Je veux vivre avec vous », déclara-t-il la voix soudain ferme. « Je ne veux pas rentrer à la maison, ni maintenant, ni après le procès. Je ne veux plus être près de lui. Moi, c'est une décision sérieuse. J'ai 15 ans, je peux choisir avec qui je veux vivre. Et je te choisis, toi et Marine. » Le procès fut aussi difficile qu'Antoine l'avait imaginé. Assis sur le banc des témoins, il raconta en détail ce qu'il avait vu 7 ans auparavant. Étienne harcelant Camille, l'intimidation, les menaces voilées, la diffamation qui s'ensuivit. Il décrivit comment son frère avait orchestré son éloignement de la famille lorsqu'il avait tenté d'exposer la vérité. Étienne, assis à côté de son avocat, gardait une expression impassible, évitant de regarder directement son frère. Sophie témoigna ensuite, corroborant le schéma de comportement dominateur et manipulateur de son mari. Les 6 femmes, menées par Camille, présentèrent des preuves accablantes, messages menaçants, témoins des épisodes de harcèlement, enregistrement de traques. L'une d'elles, une ex-secrétaire de l'entreprise de construction, montra des cicatrices émotionnelles si profondes qu'elle pouvait à peine parler en présence d'Étienne. Après 3 jours de déposition, le juge annonça sa décision. Étienne fut condamné à 3 ans de prison avec sursis probatoire, ainsi qu'à une indemnisation des victimes
et une interdiction d'approcher l'une d'entre elles. La sentence fut accueillie par un mélange de soulagement et de tristesse par Antoine. Voir son frère menotté et conduit hors du tribunal ne lui apporta pas la satisfaction qu'il avait imaginée, seulement la confirmation que la rupture familiale était complète et irréversible. Alors que les policiers emmenaient Étienne, Sophie s'approcha de son désormais ex-mari. Antoine ne put entendre ce qu'elle disait, mais il vit l'expression d'Étienne se transformer. D'abord la confusion, puis le choc, et finalement une douleur viscérale qui déformait ses traits. Plus tard, Sophie lui raconterait ce qu'elle avait dit dans ses derniers moments avec Étienne. « Il devait connaître la vérité sur Lucas », expliqua-t-elle, la voix chargée d'un mélange de culpabilité et de libération. Que le fils qu'il aimait tant, le seul être humain pour qui il semblait capable de ressentir un amour authentique, n'était pas biologiquement le sien. « C'était cruel », observa Antoine, sans jugement dans la voix. « Oui, » y admit Sophie, « aussi cruel qu'il l'a été avec toutes ces femmes, aussi cruel qu'il l'a été avec moi pendant 15 ans. Il fallait qu'il ressente au moins une fraction de la douleur qu'il a causée. » Sa sortie du tribunal fut surréaliste. Des journalistes capturèrent le moment où Sophie, après avoir révélé la vérité à Étienne, commença à rire. Un rire initialement contenu qui grandit jusqu'à devenir presque hystérique, tandis qu'elle marchait seule dans les couloirs du palais de justice. 2 jours plus tard, Sophie fut retrouvée chez elle, en état catatonique, murmurant des incohérences. L'effondrement émotionnel, expliquèrent les médecins, était le résultat d'années de tensions psychologiques contenues, maintenant libérées par la résolution de l'affaire. Elle fut hospitalisée pour un traitement psychiatrique, avec une sortie prévue dans quelques semaines. La garde temporaire de Lucas fut accordée à Antoine sans contestation. L'adolescent s'adapta étonnamment bien à sa nouvelle vie dans l'appartement de son oncle et de sa désormais tante Marine. Il retourna à l'école, reprit la kinésithérapie et, lentement, commença à sourire à nouveau. « Je crois que c'est la première fois que je te vois vraiment heureux depuis des mois », commenta Antoine, observant son neveu rire d'une blague de Marine pendant le dîner. « C'est parce qu'ici, je peux être moi-même, » répondit Lucas simplement. « Je n'ai pas besoin de faire semblant que tout va bien. Je n'ai besoin de protéger personne. » 3 mois après le procès, Sophie s'étant rétablie et participant activement à la vie de son fils, bien que vivant séparément, Antoine reçut un message de Camille. Hugo a posé beaucoup de questions sur sa famille biologique. Je pense qu'il est temps pour lui de rencontrer d'autres parents en dehors du père qu'il a choisi pour lui. Toi et Lucas aimeriez nous rencontrer ce week-end. La rencontre eut lieu dans un parc au bord de la Saône par un dimanche matin ensoleillé. Lucas, initialement nerveux à l'idée de rencontrer un demi-frère dont il ignorait l'existence, se prit rapidement d'affection pour le spirituel Hugo. Malgré la différence d'âge, 15 et 7 ans, les deux découvrirent des intérêts communs pour les jeux vidéo et les histoires d'aventure. « Il a ton sourire », observa Camille, assise à côté d'Antoine sur un banc, tandis qu'il regardait les garçons jouer. « Et les yeux de ma mère », compléta Antoine. « C'est incroyable comme la génétique fonctionne, n'est-ce pas ? 2 enfants, fils du même homme, élevés dans des environnements complètement différents, et pourtant partageant de petits gestes, des expressions. « Ah, je suis contente que Lucas t'ait », dit Camille, observant l'adolescent apprendre à Hugo à utiliser un petit drone. « Tous les enfants méritent des adultes qui les aiment inconditionnellement. » Antoine hocha la tête, un sentiment de paix l'envahissant pour la première fois depuis des années. « Tu sais ce qui est ironique ?» réfléchit-il. Étienne, avec toute son obsession du contrôle et des apparences, a fini par être le catalyseur de quelque chose de beau. Sans lui, sans ses actions, sans ses choix terribles, nous ne nous serions jamais rencontrés. Ces garçons ne se seraient jamais rencontrés. De l'obscurité parfois naît la lumière, philosopha Camille. C'est ce que j'ai appris au fil des années. Que même des pires expériences peuvent surgir de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Observant les 2 garçons jouer sous le soleil lyonnais, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à quel point la vie était imprévisible. 7 ans auparavant, épuisé après une longue garde, il avait été abordé par une fleuriste désespérée. Une coïncidence qui changerait à jamais le cours de plusieurs vies, brisant d'anciens liens et en créant de nouveaux. Lucas et Hugo riaient maintenant fort, courant autour d'un grand arbre, le drone momentanément oublié. Demi-frères qui venèrent de se rencontrer, mais qui montraient déjà une connexion qui transcendait le temps perdu et les circonstances complexes de leur parenté. « Ils vont bien s'en sortir », affirma Antoine, plus pour lui-même que pour Camille. « Oui », acquiesça-t-elle, son visage illuminé par un sourire serein. «
ils vont faire mieux que s'en sortir. Ils grandiront en sachant que la famille n'est pas seulement le sang ou le nom de famille. C'est un choix, c'est l'amour, c'est être présent dans les moments difficiles. Antoine tendit la main, serrant brièvement celle de Camille dans un geste de gratitude et de compréhension mutuelle. Non pas comme le début de quelque chose. De romantique, tous deux avaient tourné la page, construit des vies épanouies avec les personnes qu'ils aimaient, mais comme la reconnaissance d'un voyage partagé, de blessures qui, bien que cicatrisées, avaient fondamentalement transformé qui ils étaient. À nos enfants, dit Antoine, regardant Lucas et Hugo, et aux nouvelles familles que nous avons construites sur les ruines du passé. Camille serra sa main en réponse, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « À nos enfants », répéta-t-elle. Et aux secondes chances, amis auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Antoine, Camille et de leur famille a touché vos cœurs. Parfois, les liens les plus forts naissent des expériences les plus douloureuses, et les familles les plus véritables sont celles que nous choisissons de construire, indépendamment du sang qui coule dans nos veines. Si vous avez été ému par ce voyage de rédemption et de nouveau départ, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre d'autres histoires tout aussi captivantes. Laissez votre j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires. Votre opinion est essentielle pour que nous continuions à apporter des contenus qui font la différence. Et souvenez-vous, pour chaque histoire qui se termine, il y a toujours un nouveau chapitre qui attend d'être écrit. À la prochaine!